Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame et Monsieur le Président d'institution, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur pays de l'OIT, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le chef d'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Monsieur le général commandant supérieur de la gendarmerie, Monsieur le général directeur général de la police, Messieurs les chefs de corps de nos forces de défense et de sécurité, des douanes, des eaux et forêts, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, car j'ai noté qu'il y en avait par certaines déclarations, honorables chefs traditionnels et religieux, Mesdames et Messieurs les responsables des centrales syndicales, qui sont les suivants: la centrale syndicale humaniste avec M. Soro Mamadou. Merci pour vos contributions. Monsieur Kodibo Yves UNATRC, Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, Monsieur Traoré Doya Mamadou de la FESACI, Monsieur Boga Dago de SILS Dignité, et Monsieur Joseph Ebaniré de l'UGTCI. Et bien évidemment, tous ceux qui les accompagnent, je vous salue chaleureusement. Merci à tous d'être là. Honorables invités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, chères travailleuses, chers travailleurs, à l'instar de la plupart des pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la fête du travail. Oui, la fête du travail qui tombe un dimanche, c'est une très bonne chose. J'étais surpris que le ministre le Premier ministre m'a dit que lundi était férié. Je dis non, c'est dimanche la fête du repos et lundi donc la fête du travail. Mais comme la coutume le demande, donc apparemment demain lundi sera férié, mais le gouvernement et le président seront au travail. Comme l'année dernière, j'ai tenu cette année encore à présider moi-même la cérémonie officielle de la fête du travail. Je voulais par ma présence manifester une fois de plus mon attachement à ceux et à celles qui constituent le socle de notre économie et donc du développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier toutes les personnalités ici présentes en ce long week-end de la fête du travail, puisque lundi est férié, et saluer cet acte hautement républicain et civique. Je salue chaleureusement les responsables et les membres des 5 principales organisations syndicales des travailleurs de notre pays que je viens de citer, et je salue tous ceux qui les accompagnent et bien évidemment tous ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui en raison des contraintes d'organisation. À travers vous, c'est l'ensemble des travailleurs et des travailleuses de Côte d'Ivoire que je salue. Chers amis travailleuses, chers amis travailleurs, Mesdames et Messieurs, la fête du travail a pour moi un double sens. Oui, c'est d'abord la célébration des luttes historiques des travailleurs pour la République
reconnaissance de leur statut et de leurs droits. J'en ai donné des détails l'année dernière. C'est également la célébration de la capacité de l'homme et de la femme à changer sa vie, la vie de sa communauté, de son entreprise et de son pays par le travail. Et c'est cela que je vais célébrer aujourd'hui avec vous. Vos efforts de tous les jours rendent nos administrations plus efficaces, nos entreprises plus performantes, nos secteurs d'activité plus compétitifs, notre pays parmi les plus dynamiques au monde. Et je puis vous dire que votre gouvernement est au travail. Oui, j'ai le Premier ministre et la plupart des membres du gouvernement à 7 h du matin et nous n'arrêtons pas avant 21 h le soir. Bravo à vous, Monsieur le Premier ministre, et aux membres du gouvernement. Voilà, c'est pourquoi je sais que nombreux sont ceux d'entre vous qui font la même chose. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire un grand merci à chacune et à chacun de vous. Si la Côte d'Ivoire a su se relever et faire face à tous les défis que nous avons connus, c'est grâce au travail de vous tous, du fonctionnaire, au service du cadre et de l'employé du privé, du médecin dans les centres de santé, de l'enseignant dans les écoles et dans les universités, de l'agent de sécurité, des FRC, bien sûr des gendarmes, des policiers, des sociétés privées, des responsables, des planteurs, de la femme vaillante et entreprenante du marché, disons à chacune et à chacun des Ivoiriens et à tous ceux qui vivent sur le territoire national. C'est grâce au travail de chacune et de chacun de vous, dans tous les secteurs d'activité, que la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est aujourd'hui. Une nation reconnue comme forte, comme au travail, comme en progrès et en paix. La nation vous est reconnaissante. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Cette reconnaissance, la nation vous l'a témoigné chaque fois que l'opportunité s'est présentée, chaque fois que les conditions économiques ont été favorables. Elle a pris la forme d'une amélioration des revenus. Quand nous avons fait augmenter le SMIC, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, quand nous avons travaillé à la hausse du prix des matières premières, ou notamment, bien sûr, le cacao, le café, l'anacarde, ou encore à la révalorisation du salaire des fonctionnaires. Cette reconnaissance a également pris la forme d'une amélioration des conditions de vie, à travers notamment tous les investissements réalisés dans la santé, l'éducation, les infrastructures routières, mais aussi des projets structurants tels que la couverture maladie universelle qui se mettent en place. C'est cela le sens de notre action. Partager les fruits de la croissance économique, les fruits du travail avec tout le monde. C'est pour cela, selon les statistiques officielles, le taux de pauvreté a baissé de 10% en 4 ans et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous continuerons de faire en sorte de réduire le taux de pauvreté dans notre pays. Mesdames et messieurs, après le ministre de l'Emploi et de la Protection civile, la protection sociale, pardon, qui a situé le contexte de la cérémonie de ce jour, nous avons pu écouter les interventions des premiers responsables des centrales syndicales. Les secrétaires généraux des centrales syndicales ont traduit les réalisations, les progrès, et je vous en remercie, mais aussi les principales attentes des travailleurs que vous représentez, chers frères. J'ai noté que vos préoccupations tournent principalement autour de la nécessité de prendre des mesures,
visant à l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleuses et des travailleurs dans la justice et la paix. Et j'ai bien écouté et je vous remercie à nouveau. Je voudrais en retour réitérer ma ferme détermination à répondre au mieux aux aspirations de nos compatriotes et donc de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses de Côte d'Ivoire. Je sais que nos compatriotes aspirent de façon légitime à une amélioration constante et accélérée de leur niveau de vie. Le progrès appelle le progrès. Je comprends donc que pour certains d'entre vous, les réalisations et les actes que nous posons au quotidien dans les divers domaines de la vie ne semblent pas aller aussi vite que vous le souhaitez. Mais je voudrais rassurer nos concitoyens et vous dire que je suis à votre écoute. Oui, j'entends vos critiques, vos plaintes. Je connais vos aspirations et je suis sensible à vos préoccupations. Je peux vous dire que chaque jour que Dieu fait, mon objectif est de faire en sorte que vos conditions de vie soient meilleures. Mon objectif est que les fruits de la croissance de notre pays soient mieux redistribués et redistribués de façon juste et équitable. Je demande donc au ministre de recevoir les syndicats de la même manière que le Premier ministre le fait régulièrement. Oui, et je leur demande aussi de retourner les appels des syndicats et des concitoyens. Nous devons être à l'écoute de nos concitoyens. C'est cela servir le peuple. Ils doivent le faire. Le Premier ministre le fait. Moi, je le fais et je leur demande de le faire, de rendre les appels téléphoniques et de recevoir les syndicats quand ils le souhaitent. Mes chers compatriotes, chers travailleurs, les grands travaux d'infrastructure de voirie, d'adduction d'eau, d'électrification, de construction, de réhabilitation et d'équipement de centres de santé ont pu être réalisés grâce à la croissance que notre pays a enregistrée, aux investissements importants que nous avons faits, à la crédibilité de notre signature, qui a pu amener des ressources importantes à notre pays pour faire ces investissements. Oui, ces infrastructures profitent à tous les Ivoiriens, sans distinction, à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. C'est aussi la croissance stable et continue qui permet de créer un environnement propice à la création d'emplois et donc à résorber le chômage. C'est donc la croissance qui a permis à l'État de mener des actions de grande portée sociale. Et je voudrais en citer quelques-unes. La revalorisation des salaires minimaux catégoriels, conventionnels, permettant ainsi à l'ensemble des travailleurs d'améliorer concrètement leur pouvoir d'achat et leur qualité de vie. Vous l'avez souligné vous-même. Celle-ci intervient après le déblocage des salaires des fonctionnaires et États et agents de l'État et l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC. La hausse continue, et je le signale, continue depuis 2012 des prix d'achat des produits de nos parents paysans, producteurs de matières premières qui constituent le socle de notre économie et font la fierté de notre nation. Ainsi, pour la première fois, le prix d'achat du cacao a atteint le seuil symbolique de 1000 francs CFA le kilogramme. Le montant des revenus distribués au monde agricole est passé de moins de 3 000 milliards de francs CFA en 2012 à plus de 5 000 milliards de francs CFA en 2015, soit une progression de plus de 2 tiers. Le lancement du programme de scolarisation obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, qui va induire la construction de salles de classe
et le recrutement massif d'enseignants. La création de centaines d'établissements secondaires scolaires, d'universités à l'intérieur du pays. Les importantes mesures prises en faveur des enseignants, vous l'avez signalé vous-même, du supérieur, à travers l'amélioration substantielle des primes de recherche, qui sera complétée bientôt par la mise en place d'un fonds dédié à la recherche que le gouvernement a déjà décidé. La signature avec les fondateurs d'établissements privés d'un protocole qui permettra de sortir définitivement du cycle infernal des passifs accumulés depuis les années 2000 avec le paiement de 66 milliards de francs CFA d'arriérés, dont environ 16 milliards de francs CFA restent à auditer. La création d'un ministère et d'une agence spécifiquement dédiée à l'emploi des jeunes, car j'entends ainsi imprimer une dynamique nouvelle à cette problématique majeure qui constitue l'une des priorités de notre action sociale. Et comme vous l'avez vu, nous avons toujours œuvré pour que nos jeunes restent sur place en Côte d'Ivoire et que les opportunités leur soient données pour s'épanouir et trouver du travail. C'est ainsi que nous avons rapatrié des jeunes qui étaient allés à l'aventure dans certains pays tels que la Libye, le Gabon ou l'Angola, en dépensant des centaines de millions de francs pour qu'ils puissent retrouver leurs parents. Et je leur demande de ne pas quitter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités, c'est un pays en croissance et c'est un pays qui continue de réduire le chômage au quotidien. Nous faisons la même chose pour les femmes. J'ai déjà indiqué que nous avons dédié plus de 6 milliards de francs CFA au Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Et nous venons de porter ce montant à 10 milliards de francs CFA. En outre, le nouveau Code du travail, entré en vigueur en septembre 2015, s'inscrit dans la droite ligne de l'impulsion de notre économie et de l'amélioration des conditions de vie et de travail. Je remercie les responsables des syndicats qui l'ont reconnu eux-mêmes dans leur présentation. Il contient des dispositifs visant notamment à améliorer l'employabilité des jeunes, à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, à lutter contre la précarité et à augmenter la compétitivité des entreprises. Par ailleurs, dans le domaine de la protection sociale, le projet des filets sociaux productifs ainsi que la couverture maladie universelle, la CMU, qui seront bientôt mises en œuvre de manière effective, permettront de lutter plus efficacement contre la pauvreté en milieu rural et d'assurer l'accès de toute la population aux soins de santé. Oui, donc j'ai voulu dire tout cela pour que vous compreniez que le gouvernement est à l'écoute et le gouvernement est au travail. Je peux aussi mentionner que si l'on prend le carburant, depuis à peu près 2 ans, contrairement à de nombreux pays, la Côte d'Ivoire a fait descendre le prix du super d'environ 800 francs, 790 francs précisément, à 570 francs. Voyez-vous la baisse que cela représente. Le gasoil est passé de 615 francs le litre à 570 francs également. Nous avons arrêté la baisse concernant le gasoil parce que nous en appelons aux transporteurs de baisser le prix du transport. C'est votre responsabilité. Le gouvernement a sacrifié des ressources fiscales. Vous devez vous aussi baisser le prix du transport et ne pas encaisser tout simplement le montant de la baisse du fuel. Donc j'en appelle à votre sens de solidarité, de faire en sorte que nos concitoyens voient l'amélioration des conditions de vie. Le gouvernement
que j'ai consulté et je pourrais vous annoncer des mesures tout à l'heure, mais le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Nous avons baissé le prix du carburant, comme je le dis, de 790 à 570. C'est tout de même un effort considérable. Mais voyez-vous, dans les pays voisins, quels sont les tarifs? Vous verrez que le carburant en Côte d'Ivoire est le moins cher dans toute la sous-région. Donc, quand nous faisons la même chose pour le fioul, pour le gasoil, il appartient donc aux uns aux autres de faire des efforts. La solidarité exige que nous soyons tous en mesure de donner quelque chose à nos concitoyens. Chers frères et sœurs, au nombre de vos préoccupations figure la sécurité des biens et des personnes. C'est le devoir régalien, bien évidemment, de tout gouvernement. Et comme vous avez pu le constater, lors de la lâche attaque terroriste qui a frappé notre pays à Grand Bassam, et je corrige d'ailleurs ce que mon jeune frère Traoré Doya, en condamnant l'attaque de Grand Bassam, il a fait un lapsus lingué en disant qu'il saluait l'attaque de Grand Bassam, mais nous avons tous compris. Oui, nous avons compris qu'il condamnait cette attaque. Nos forces de défense et de sécurité ont su apporter la riposte immédiate. Et ceci a permis de contenir le nombre de victimes, même si 19 personnes tuées, cela était excessif. Et voyez-vous, nous en avons tiré la leçon. Et le Conseil national de sécurité que je préside a instruit le gouvernement qu'un budget additionnel de 80 milliards de francs CFA soit dégagé pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, améliorer le renseignement, accroître le contrôle aux frontières et doter notre justice de plus de moyens. Tout ceci pour lutter plus efficacement contre cette menace internationale qu'est devenue le terrorisme, car nous avons à cœur de protéger les Ivoiriens et toutes les populations vivant sur notre territoire. Donc voilà ce que nous vous proposons. Nous prenons les mesures adéquates et vous pouvez faire confiance au gouvernement. Je note également que vous avez soulevé la question de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Je voudrais que je conviens avec vous de l'impérieuse nécessité de cultiver tout cela et surtout de consolider la cohésion sociale. Nous y travaillons sans relâche, patiemment, avec persévérance, avec détermination, et nous continuons de tendre la main. J'ai donné des instructions au ministre d'État, chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, pour la reprise du dialogue politique avec les partis de l'opposition, dont le statut vient d'être adopté en Conseil des ministres, et que nous enverrons très rapidement ce mois-ci à l'Assemblée nationale. Ceci permettra de désigner de manière objective le chef de l'opposition qui pourra ainsi apporter des propositions au président de la République et au gouvernement et saisir en cas de besoin l'Assemblée nationale. De même, les décisions de libération et de grâce prises à l'occasion des fêtes de fin d'année s'inscrivent dans notre volonté de renforcer la paix et d'œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. À l'heure où je vous parle, je peux vous dire que selon tout le décompte qui a été fait et en relation avec l'opposition, il n'y a plus de prisonniers, pratiquement plus de prisonniers de la crise post-électorale dans les prisons. Je veux que vous le sachiez et que cette intoxication arrête. Les personnes qui sont en prison aujourd'hui, et nous définissons la crise post-électorale comme ayant pris fin à l'occasion de ma prestation de serment en mai 2011. Toutes les personnes arrêtées dans ce cadre, à l'exception de 3 ou 4 pour lesquels il y a des crimes graves, toutes les personnes ont été libérées.
Bien sûr, il reste un certain nombre qui sont en prison, qui sont des personnes qui ont attaqué les commissariats de police, qui ont attaqué les camps de gendarmerie, qui ont attaqué les camps militaires à partir de juillet 2011. Cela n'est pas la crise post-électorale, c'est tout simplement de la déstabilisation. Et ces personnes doivent être jugées selon la loi. Nous ne devons pas donner aux certains qu'ils ont le monopole de la déstabilisation. La déstabilisation ne passera pas. Et je veux prévenir les uns et les autres. Tous ceux qui s'amuseront à entreprendre de nouvelles tentatives de déstabilisation seront arrêtés, jugés, et s'ils le sont confirmés, iront en prison. Je le dis avec la plus grande netteté. Il faut que la Côte d'Ivoire soit un pays de droit. Nous sommes un pays de pardon et nous continuerons d'être un pays de pardon. Mais je n'accepterai pas que la quiétude des Ivoiriens soit perturbée par quelques individus qui ont reçu 10 ou 30 000 francs pour venir attaquer des camps de police, des camps militaires et des camps de gendarmerie. Donc le message est clair pour ceux qui demandent la libération en guillemets de tous les prisonniers. Nous avons libéré plus de 3 000 prisonniers. Les ratios de nombre de prisonniers en chambre disponible est parmi les plus faibles en Afrique. Nous avoisinons quasiment les taux dans les pays les plus modernes en Europe. C'est dire que la Côte d'Ivoire a fait du chemin. Et c'est parce que nous avons investi. Et nous continuerons de le faire. Donc je vais être très clair que les décisions de libération et de grâce prises à l'occasion des fêtes de fin d'année s'inscrivent dans notre volonté de renforcer la paix et d'œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Cependant, comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer à la CONARIV, à l'occasion de la remise du rapport, le mardi 19 avril dernier, nous voulons être un pays moderne. Nous voulons allier pardon et l'état de droit. Concernant la cohésion sociale, je peux vous dire qu'elle constitue l'une de mes priorités. C'est pour cela que j'ai créé d'ailleurs un ministère en charge de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Et aussi la Chambre des rois et chefs traditionnels. Vous voyez, c'est une structure qui aide à résoudre ces problèmes, qui naissent au niveau des villages. Nous en avons vu l'exemple récemment à Bouna. J'ai aussi renforcé les moyens de l'organe de médiation. Et toutes ces structures ont pour vocation de promouvoir la paix sociale et de régler les conflits dans la paix, dans le dialogue. Bien sûr, d'être conforme à notre volonté du pardon, mais pas d'impunité. Mesdames et messieurs, je sais qu'en dépit des avancées que notre pays a enregistrées, les attentes sont fortes et beaucoup de chantiers restent encore à faire pour répondre aux aspirations de nos compatriotes. Oui, nous en avons la volonté et c'est notre devoir, c'est l'engagement que nous avons pris et je suis convaincu que nous y parviendrons. Le prochain plan quinquennal 2016-2020 d'un montant de 30 000 milliards de francs CFA d'investissement nous amènera à l'émergence, donc à une amélioration fort sensible des conditions de vie de tous nos compatriotes. Chères travailleuses, chers travailleurs, la cérémonie d'aujourd'hui me donne l'occasion de partager avec vous un point qui me tient à cœur. Comme vous le savez, la paix et la stabilité sont les conditions préalables du maintien et de la création d'emplois, car nous voulons tous réduire de manière forte et rapide le chômage. Les situations de troubles, de crise et d'instabilité perturbent le fonctionnement des administrations, freinent l'activité économique et occasionnent des délocalisations ou des fermetures pures et simples d'entreprises. Croyez-vous qu'il soit normal que des agents des impôts ou des douanes fassent grève?
Dans certains pays, cela est interdit, car ce sont des recettes de douane et d'impôts qui paient les fonctionnaires. Cela n'est pas concevable. Le droit de grève est un droit syndical, reconnu et acquis aux travailleurs dans notre pays. Ce droit est conféré aux travailleurs pour lui permettre de réclamer de meilleures conditions de travail et le protéger des abus. Le gouvernement n'entend pas y porter atteinte. Nous constatons malheureusement que certains travailleurs, je viens d'en citer quelques-uns, et certaines corporations ont tendance à abuser de ce droit de grève. De plus, ils l'exercent au mépris des droits et libertés des autres et en dehors des procédures légales autorisées. Et je voudrais que cela cesse. Je voudrais donc que les syndicats et leurs fêtières sensibilisent leurs membres afin que l'exercice légitime de leurs droits ne dégénère pas en chantage ou en prise d'otage de la structure qui les emploie ou de la communauté. Face au front social qui tend à se crisper dans certains secteurs, je voudrais donc lancer un appel à la trêve et à la recherche du consensus dans un cadre de discussion serein. Je pense que les agents doivent avoir la dignité et de la fierté. Le fait d'avoir un concours aux impôts, pourquoi les agents qui travaillent actuellement aux impôts pensent qu'ils ne sont pas capables de compétir avec d'autres agents venus d'ailleurs? Je trouve que cela est indigne. Les agents des impôts, nous avons des agents de grande qualité aux impôts qui ont fait acte de candidature. Et rien ne dit que certains d'entre eux ne seront pas retenus. Donc faire grève pour dire pas de concours, qu'est-ce que vous voulez qu'on instaure? Une société de médiocratie ou une société d'excellence? Donc, je vous demande de travailler dans un cadre de consensus et sur les procédures locales, les procédures légales. Mes chers compatriotes, j'en avais gros sur le cœur sur ces questions que je considère inappropriées pour un secteur que je connais bien, car j'ai travaillé dans ce secteur, j'ai été ministre de l'économie et des finances moi-même. Je sais le travail important qui est fait par toutes les régies financières, la douane, les impôts, le trésor et toutes les autres structures. Quelques personnes ne doivent pas porter atteinte à l'honorabilité et à la dignité de ces services régaliens de la Côte d'Ivoire, qui sont admirés par toutes les organisations internationales qui viennent ici et qui disent que nous avons les meilleurs agents de ces secteurs. Donc je fais confiance. Mes chers compatriotes, j'ai toujours eu pour principale préoccupation l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Oui, je me suis toujours préoccupé des conditions de vie de tous, quel que soit le bord politique. C'est cela mon cheval de bataille. L'augmentation du pouvoir d'achat des Ivoiriens et la lutte contre la vie chère sont des préoccupations permanentes. C'est pourquoi je comprends les plaintes de nos compatriotes face au prix élevé des denrées alimentaires et à l'augmentation de nos factures d'eau et d'électricité. Oui, je comprends ces plaintes. Oui, chers frères, chères sœurs, tout comme vous, j'ai moi aussi constaté ces augmentations. Oui. Oui, je les ai constatées. Je les ai constatées et je me suis interrogé. Et j'ai interrogé Fantagbe. J'ai dit, mais... Voilà. Et j'ai pu le vérifier auprès de certains membres de ma famille, mes sœurs, mes neveux, tout le monde, ici, partout à l'intérieur, et bien sûr de certains collaborateurs. Je m'en suis inquiété et j'ai voulu en comprendre les raisons avant de m'adresser à vous avec les mesures appropriées. Voyez-vous, nous sommes tous dans le même bateau.
Vous ne pensez pas que le président de la République... Pensez pas... Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Voyez-vous, je sais que la tchéquette se fait de plus en plus rare sur le marché. Est-ce que c'est vrai? Ben voilà, donc nous sommes sur le même bateau. Et lorsqu'on trouve la petite boule de tchéquette est à 200 francs et la boule de format moyen est à 500 francs. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ben donc c'est vrai. Il y en a de même pour la banane. Oui, la banane, il y a quasiment plus de bananes sur le marché. Et il faut débourser 300 francs pour avoir 3 ou 4 petites bananes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors donc voyez-vous, moi je suis un grand mangeur d'aloko et d'atchéké, donc j'en connais les prix. Et je peux vous dire que j'ai vite fait le calcul et j'ai dit à Fantagbe, mais tu me sers de moins en moins d'aloko et d'atchéké. Elle dit, comme on a dit pour le pain, c'est parce que ça coûte cher, on diminue les portions. Alors je sais que le marché est cher actuellement, que le kilo de viande est à 2200 francs le kilo. Le kilo de tomates à 1300 francs. Le tas de 5 aubergines à 200 francs. 3 piments à 100 francs. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est bien ça, mesdames? Vous qui allez au marché. Mais voilà, les raisons de cette hausse, c'est ce que nous devons essayer de comprendre. Pourquoi ces hausses? Les raisons de cette hausse sur les produits vivriers sont essentiellement liées à la sécheresse de ces derniers mois, mais aussi à la spéculation. Pour le manioc, en plus de la sécheresse, on constate que beaucoup de plantations, notamment de manioc, ont été remplacées par de l'EBA. Oui, donc l'offre a baissé. De plus, comme pour le vivrier, certaines personnes s'adonnent à faire de la spéculation, de la rétention, pour pouvoir faire de la spéculation au bon moment. Afin de maîtriser les prix et rendre les denrées de première nécessité abordables sur les marchés, j'ai donc instruit le gouvernement de réglementer l'exercice des activités dans ces secteurs pour démanteler les cartels et mettre fin aux spéculations. Car nous savons qu'il y a des cartels qui font ces pratiques et qui font augmenter les prix. Nous allons faciliter également l'accès au financement des acteurs œuvrant dans le vivrier et dans le secteur du manioc. Nous poursuivrons également les efforts de mise en place des politiques visant l'autosuffisance en riz et en ressources animales. J'ai été à l'écoute également des populations à l'intérieur. Et je reçois des appels fréquents, y compris après les visites des ministres dans les régions, que dans les villes du nord telles que Korogo, Bouna ou Bondougou, les effets de la sécheresse ont occasionné de nombreuses coupures d'eau du fait de la diminution des niveaux des barrages. Des opérations spécifiques sont en cours afin de remédier à cette situation, notamment par la réalisation de nouveaux forages. Je l'ai annoncé à Bouna. Nous avons fait de nouveaux forages pour ajouter 50% plus d'eau dès le mardi prochain pour annihiler la question donc de la pénurie d'eau. En ce qui concerne l'électricité, ça je sais que vous m'attendiez sur ce sujet. En ce qui concerne l'électricité, vous savez, moi je vous parle vrai. Je vous parle vrai, en toute transparence. Le gouvernement a décidé en juin 2015 d'un ajustement de 16%, mais sur 3 ans, du tarif d'électricité, pour nous permettre de produire plus d'électricité. Et quand les économistes le savent, quand l'offre augmente, les prix baissent. Donc le fait de voir que les prix augmentent n'est pas normal. Cette décision, comme je le dis, visait à accroître la production, améliorer le transport et la distribution de l'électricité, ainsi qu'à garantir aux populations un meilleur accès à l'électricité. Vous vous souvenez de la décision que nous avons prise pour faciliter cela. La première phase de cet ajustement a eu lieu sans problème.
le 1er juillet 2015 et n'a pas touché les abonnés au tarif social, qui représente 40% de l'ensemble des abonnés. C'est l'augmentation depuis le 1er janvier cette année qui a posé problème. Car cette augmentation au 1er janvier 2016 devait être de 5% et s'appliquer, et ne devrait pas s'appliquer aux abonnés au tarif social ou aux petits consommateurs qui représentent 70% des abonnés pour ces deux catégories. Donc, que certains comme moi paient plus, ça je l'ai compris. D'ailleurs, chez moi, dès que je rentre, j'éteins la clim. Quand je sors d'une chambre, j'éteins la lumière. Et quand je viens au travail, je dis au personnel, si madame n'est pas là, personne n'est pas là, on éteint toutes les clims parce que l'électricité coûte cher. C'est ce que chacun de nous doit faire, surtout pour les gros consommateurs comme pour les petits consommateurs. Mais malgré cela, moi j'ai subi une augmentation très forte du prix de ma facture d'électricité. Et donc nous avons fait des enquêtes. Après enquête, nous avons découvert que la décision gouvernementale n'a pas été correctement appliquée. Oui, et que certains abonnés ont connu une hausse plus élevée que celle initialement prévue, allant jusqu'à 30, 40 ou même 50% pour certains abonnés. Oui, donc ceux qui se plaignent de ces augmentations ont bien raison. Mais il y a deux éléments. Il y a l'élément de l'augmentation de l'utilisation de l'électricité parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a la sécheresse. Et chacun de nous doit faire des efforts dans ce domaine. Et je vous demande à continuer de tout faire pour économiser l'eau et l'électricité. Mais cela n'est pas toujours le cas. Mais en plus de cela, il y a eu des augmentations de prix. Et cela est une injustice. L'augmentation de prix au-delà de 5% n'était pas ce que nous avions décidé. Cela est inadmissible. Donc j'ai décidé de l'annulation pure et simple de l'augmentation de janvier 2016. Oui, j'ai décidé de l'annulation de cette augmentation depuis 2016. Cela n'était pas ce que le gouvernement a décidé. Et je ne peux pas accepter cela. Que le gouvernement décide une chose et qu'on fasse autre chose. Donc, chers compatriotes, vous avez toutes nos excuses pour cette augmentation qui n'était pas justifiée. Oui, donc les factures seront corrigées et le trop perçu sera rendu à tous les abonnés. Oui, ou étalé sur une période en déduction de vos factures prochaines d'électricité. Oui, j'invite donc la CIE à réparer cette injustice. Oui, quant aux industriels abonnés en haute tension et qui ont subi des augmentations dues à un changement dans les plages horaires de facturation, je demande que l'on revienne aux plages horaires d'avant l'application des tarifs des heures de pointe. Oui, les heures de pointe devaient aller de 19h à 23h et cela a été prorogé et commence à 18h30 pour aller jusqu'à minuit, donc cela doit cesser. On doit revenir aux plages antérieures. Cela permettra également d'alléger le coût de l'électricité. Voilà, voyez-vous, cette situation nous interpelle sur la nécessité d'ouvrir les secteurs de l'eau et de l'électricité à la concurrence comme le prévoit le Code de l'électricité. Oui, j'ai donc demandé au Premier ministre de demander à toutes les sociétés qui peuvent participer à la distribution de l'électricité d'être candidates et de prévoir la distribution par de nombreuses sociétés, parce que c'est quand il y a de plusieurs sociétés que nous aurons la concurrence et que les prix vont baisser. Parce que la distribution coûte trop cher. Oui. Voilà. Donc
Nous avons décidé donc qu'il faut mettre fin au monopole de la CIE et de la SODECI. Quant au prix de l'eau, les négociations sont en cours et je peux vous assurer que nous n'accepterons pas d'augmentation du prix de l'eau. Voilà donc, je lance un appel à tous ceux qui souhaitent venir investir dans ce secteur de le faire pour que nous ayons une saine compétition qui permettra de maîtriser les prix et de baisser le coût de l'électricité. Et je lance aussi un appel aux transporteurs. Oui, vous devez baisser également le prix du transport, puisque le prix du carburant, le prix du gasoil a baissé. Chers frères, chères sœurs, est-ce que votre président est à votre écoute? Ça, je n'en doutais pas. Et vous pouvez compter sur moi. N'hésitez pas d'attirer notre attention sur ces questions que nous vivons au quotidien et qui sont plus supportables pour certains que pour d'autres. Et nous ferons en sorte de remédier cela. Merci. Voilà, chers frères, chères sœurs, chers travailleurs, j'ai aussi regardé de plus près l'opération de renouvellement des permis de conduire, initiée dans le cadre de la réforme du secteur des transports. Oui, ma conviction est que la réforme des permis de conduire ne devrait pas viser tous les conducteurs. Et c'est ce que j'ai indiqué au Premier ministre. Moi, mon premier permis, je l'ai eu aux États-Unis, j'avais 19 ans. Et le permis est renouvelable tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Pourquoi renouveler un permis qui n'a pas encore 10 ans? Alors, nous devons engager une réforme. Parce que, voyez-vous, dire que le permis est bon pour la vie, ce n'est pas une bonne décision. Parce que quand on prend de l'âge, à partir de 70, 75 ans, on peut avoir des problèmes d'yeux. Si le permis n'est pas contrôlé, si on ne voit pas un ophtalmo à la station pour changer son permis, on peut faire des accidents. Donc il y a un certain nombre de dispositions à prendre pour rendre notre système de délivrance des permis moderne. Et c'est ce que j'ai demandé au Premier ministre. Et donc en attendant, je décide la suspension de cette opération. Chers frères, chères sœurs, voilà donc j'ai décidé, en accord avec le Premier ministre, de la suspension de cette opération, en attendant que le gouvernement me fasse dans les prochaines semaines des propositions sur la question donc du renouvellement des permis de conduire. Chers compatriotes, voilà, je voudrais terminer. Vous savez également que la décision qui avait été prise à l'aéroport a été arrêtée, puisque c'était une circulaire qui datait de 40 ans, de 1974. Tout cela est en voie de révision par rapport donc à toutes ces questions.
Je voudrais donc pour terminer rendre une fois de plus un hommage mérité aux travailleuses et aux travailleurs de notre pays. Je veux placer cette fête du 1er mai comme celle de la célébration de la capacité de chacune et chacun à changer son destin par le travail. Et en cela, j'invite chaque citoyen, travailleur, élève, étudiant à être généreux et persévérer dans le travail, être des artisans de la grandeur de notre pays, de nos sociétés, de nos communautés, de nos familles. En bref, je demande que notre volonté de créer un Ivoirien nouveau, un esprit nouveau en Côte d'Ivoire se développe plus rapidement. Car c'est par l'effort de chacun que nous parviendrons à atteindre la vision tant entendue, l'émergence de la Côte d'Ivoire et un mieux-être pour chacun des habitants de ce beau pays. Nous allons arriver ensemble à l'amélioration des conditions de vie de chacune et de chacun. Oui, en nous serrant les coudes, en travaillant sans relâche. Oui, le travail conduit à la récompense. Dans cette marche, je vais réitérer l'engagement du gouvernement, de l'État, à rester toujours attentif aux revendications corporatives et aux préoccupations de tous les habitants de notre beau pays. Comme l'a indiqué le ministre Moussa Dosso, que je félicite pour son écoute, vos doléances, bravo Moussa, il faut continuer. Vos doléances feront l'objet d'un examen par le gouvernement. D'ici là, j'ai décidé que le gouvernement débloque un montant de 800 millions de francs CFA pour soutenir les centrales syndicales. Voilà, cette décision a été prise, les ressources sont disponibles et je demande au ministre Moussa Dosso dès la semaine prochaine de procéder à la répartition donc de ces sommes. Voilà, aujourd'hui comme demain, nous prendrons les décisions qui s'imposent chaque fois que les conditions économiques le permettront pour soulager nos populations. Mais la Côte d'Ivoire doit demeurer en paix. Nos concitoyens, chacun de nous doit faire preuve de solidarité. Et ce jour du 1er mai est un grand jour pour tous les travailleurs, pour toutes les travailleuses, pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. Vive le 1er mai, la fête du travail. Bonne fête à chacune et à chacun de vous. Je vous remercie.